Alors bonjour et bienvenue dans ce sommet de la psychopédagogie positive. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Coralie Clavier sur un sujet qui nous tient à cœur, qui est l'accompagnement de la psychopédagogie positive, notamment dans la partie scolaire, professionnelle, mais aussi culturelle. Donc c'est un apport qui est vraiment chouette. Donc je vais laisser Coralie se présenter d'abord et puis on va démarrer notre discussion. Bonjour Coralie. Bonjour Isabelle. Eh bien, donc je suis Coralie Clavier. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis donc praticienne en psychopédagogie positive depuis l'été 2023. Donc ça va faire bientôt 2 ans. Et je suis venue à cette profession, parce que c'en est vraiment une, il y a 2 ans, parce que justement, j'accompagnais depuis pas mal d'années des jeunes, notamment au niveau du soutien scolaire, après avoir fait une carrière professionnelle un peu atypique. Je suis passée de la culture au social, en passant par l'éducation, même l'éducation nationale un petit peu. Et j'ai voulu me rapprocher justement des jeunes un peu plus parce qu'il me manquait quelque chose en classe. Il me manquait quelque chose dans le domaine social. Il me manquait un échange vrai, réel. Et justement, la formation de la Fabrique à Bonheur m'a permis de développer cela. Donc aujourd'hui, je vis de ma profession, bien entendu, en tant que praticienne en psychopédagogie positive, mais en fait, j'en mets absolument partout. Et comme je continue à faire de la médiation culturelle adaptée, j'en mets un petit peu là aussi, j'en mets dans l'accompagnement scolaire, j'en mets également dans toutes les conférences que je fais sur les émotions auprès de parents ou auprès de professionnels pour parler du justement mieux vivre ensemble déjà, et puis aussi de retrouver du sens dans les apprentissages, quels qu'ils soient et à n'importe quel âge. Là, c'est chouette que tu parles effectivement de cette dimension qui est plus large que simplement la partie scolaire. Alors, on va quand même démarrer par ça, Bien sûr. si tu veux bien, puis après, on va dérouler ensemble. Mais pour toi, qu'est-ce que tu dirais pour bien expliquer à ceux qui nous écoutent, euh, comment tu qualifierais le soutien scolaire et un accompagnement scolaire en psychopédagogie positive? Ce serait quoi la différence? Eh bien, c'est une vraie différence que j'ai eu le plaisir de développer plusieurs fois avec Jessica Hollander, d'ailleurs, pendant la formation. Oui, Le soutien scolaire, je parle beaucoup avec des images. Alors, je vais vous faire une image. oui, Le oui. soutien scolaire, je le vois vraiment comme une petite plante qui est en train de pousser. Et le soutien, c'est le tuteur qu'on va y coller. C'est-à-dire que la plante va être accrochée à ce tuteur. La problématique du tuteur, c'est que le jour où on l'enlève, la plante se casse la figure parce qu'elle s'est appuyée sur ce tuteur. L'accompagnement scolaire, je le vois plutôt comme une petite ficelle qui est là, qui est présente, qui peut pousser un peu vers le haut de temps en temps, mais qui n'est pas complètement raide. Et donc, je suis là, en effet, en appui. Parce que le but, finalement, dans l'accompagnement scolaire, peut-être contrairement au soutien scolaire, c'est qu'on ne fait pas que les devoirs. On apprend, en fait, aux jeunes à devenir autonomes. Et en plus, à remettre du sens dans ses apprentissages, à reprendre du goût pour ses apprentissages, ou à accepter éventuellement qu'il faut passer par ces apprentissages-là pour pouvoir grandir. Donc, c'est un petit peu différent quand même. Oui, c'est ce qu'on voit aussi avec Valérie Echenlob sur la partie être acteur de Totalement. son apprentissage. C'est l'objet de sa conférence aussi. Donc, effectivement, cet accompagnement-là, donc il n'est pas juste du soutien. Le soutien, souvent, il est axé aussi sur une matière, mais quand il commence à y avoir beaucoup de matière, donc le soutien, il est Oui. nécessaire. Moi, je repense à mon fils qui, en première au lycée, avait besoin d'un soutien en physique-chimie et puis il a eu voilà un soutien pendant peut-être 3 mois, et puis après c'est reparti. Donc c'est très ciblé. L'accompagnement scolaire, il est beaucoup plus global, hein, puisque nous, on est dans une Oui. approche tête, cœur, corps. Et est-ce que tu peux nous dire aussi comment tu vois le développement de la confiance et de l'estime de soi quand on accompagne, comment on accompagne aussi cette partie-là? Alors justement, c'est très intéressant de passer par la psychopédagogie positive parce que comme tu l'as très bien dit, je commence n'importe quel de mes suivis par comment ça va. Ça paraît essentiel, mais contrairement à l'idée où on va faire, ah, tu as quoi aujourd'hui? Tu vas faire un exercice de maths? Allez, on va se mettre en maths. Non, moi d'abord, c'est je t'accueille, tu rentres et comment tu vas? Mais pour de vrai. Parce qu'il y a le ça va. Et il y a le, non, écoute, j'ai un truc à te dire là, je peux pas, il faut que je te pose les choses. En effet, pour moi, pour pouvoir faire comprendre aux jeunes qu'il peut rentrer dans n'importe quel apprentissage, il faut déjà qu'il entende que ce qu'il ressent en lui est important. Et on le sait très bien, si on va pas bien, si on a mal à la tête, si on a mal au ventre, si on a vécu quelque chose de difficile,
Et puis, on a du mal à se mettre dans les apprentissages. Et finalement, nous, on le voit en tant qu'adulte. La plupart du temps, on rentre, oh là là, on voit les collègues, oh, aujourd'hui, je vous préviens, il ne faut pas me parler. Bah, est-ce qu'un élève peut se permettre de dire ça à un prof? Pas du tout. Par contre, il peut Plus se permettre difficile. de... Ah là, c'est plus compliqué la plupart du temps. Par contre, il peut tout à fait déjà avec moi me poser les choses, me dire, bah là, honnêtement, aujourd'hui, ça va pas. Donc, c'est l'occasion aussi de poser. Et puis, dans l'accompagnement scolaire, je vais lui dire, bah voilà, maintenant, là, tu sais que ça ne va pas. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça aille mieux? Qu'est-ce qui va faire que ce sera OK pour toi? Et là, c'est vrai que c'est pour ça que je vais être très honnête, même, il n'y a pas de raison de ne pas l'être, hein, j'en suis très fière. Maintenant, j'arrive à le dire aux parents quand je vois les jeunes, on n'a pas travaillé aujourd'hui. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a travaillé à l'intérieur? Parce que c'était ça qui était le plus important. Et finalement, les enfants et les jeunes et les moins jeunes que je vois, ils commencent à être de plus en plus autonomes à partir du moment où ils s'écoutent aussi un peu, tout en se fixant des objectifs. Et moi, en fait, c'est ça que je mets en place avec eux. Et c'est aussi pour ça que l'accompagnement scolaire, c'est souvent long parce que ça les rassure de me voir. Mais la plupart du temps, quand ça finit, c'est quand je leur dis, mais regarde, parce que finalement, tu as encore besoin de moi. Tu t'y fixes un objectif, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux faire et tu sais comment trouver des petits outils pour pouvoir avancer. Donc moi, je suis là pour les accompagner, les écouter et aussi leur filer plein de petits outils qu'on a dans notre boîte à outils quand on sort de la formation. Et ça, c'est vraiment génial. C'est très, très, très puissant. Et puis, il y a des outils qu'on utilise au début, au milieu et qu'on abandonne aussi en chemin. Et ils se créent parfois leurs propres outils aussi. Oui, c'est ça, parce que comme dans cette approche qui est une approche tête cœur-corps, moi je dis souvent, en fait, on va voir par où on rentre. Est-ce que je rentre par la tête? Je vais mettre de la méthodo. Est-ce que les émotions sont plus prioritaires? Est-ce que c'est le corps qu'il faut engager ou au contraire déposer, etc., être plus à l'écoute de son corps, de manière à rentrer dans des apprentissages quels qu'ils soient. Donc c'est souvent scolaire parce qu'on vient nous voir pour ces questions-là, mais de façon plus large, tu disais l'accompagnement scolaire, il est plus long, Oui, il est plus long, mais il est plus fructueux, c'est-à-dire qu'on a des bases et des fondations bien solides qui font qu'après, eh bien, effectivement, quand on se dit, bah, ça me fait plaisir de te voir, mais ça serait bien qu'on se voit plus parce que là, franchement, je ne sais pas en quoi je peux t'aider un peu plus, mais tu pourras toujours revenir me dire bonjour, mais en tout cas, je n'ai plus rien à t'amener de plus que tu ne saches déjà. Eh bien, c'est installé, quoi. On sait que c'est installé, ça ne va pas à nouveau l'année suivante tout à se fait. recasser la figure en C'est disant tout bah à non, fait l'année ça. dernière le prof ça n'allait pas donc j'ai eu du soutien sur telle matière et puis là ça va mieux mais là c'est dans telle autre matière que ça va pas. Nous comme on travaille de façon plus large, ça va venir étayer tout ça. C'est Et tout à fait d'autre ça. part, Hein. oui, il y a une question qui, moi, me semble essentielle là aussi dans ce que tu dis, c'est la question émotionnelle, c'est-à-dire de comment on prend en compte cette question émotionnelle avec celui qui vient, donc on peut appeler patient identifié ou, voilà, ou le jeune qu'on accompagne ou l'élève, non, peu importe, mais aussi avec la famille. Donc comment tu prends en main cette approche-là, toi? C'est très intéressant, sachant qu'en plus, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais j'habite moi à Bourg-Saint-Maurice en Savoie. Donc, on est vraiment à la frontière italienne. On est un petit peu au bout du monde, dans un cadre juste génial, entouré de montagnes, avec des gens qui ont des caractéristiques spécifiques au monde du sport, au fait que souvent, les enfants, je dirais pas qu'ils sont laissés pour compte du tout, mais par contre, c'est vrai avec une habitude où les parents travaillent beaucoup en saison, donc sont très absents. Donc, j'ai beaucoup d'élèves internes, etc. Ce qui n'est pas facile parfois, parce que je n'ai parfois les parents qu'au téléphone avant de rencontrer le jeune. Mm, Eh bien, mm. dès que je peux, en fait, les parents sont les bienvenus, au contraire, et dès que je peux les saisir, c'est très rigolo. J'ai des parents qui rentrent et puis qui disent, bon, je vous laisse mon enfant. Puis je lui dis, non, non, vous restez avec moi tout de suite. Et on commence à parler, même si c'est un échange de 10 minutes sur l'heure, c'est déjà incroyable parce que je leur demande devant leur enfant de dire pourquoi ils sont là. Ils en ont Mm. souvent parlé, et en fait, souvent, l'enfant dit, mais je ne sais pas pourquoi je suis là, alors que c'est très clair Yes. pour les parents. Donc, c'est là où déjà je commence à gérer les émotions avec la famille, en leur disant déjà que je suis disponible pour les entendre, mais ils ont aussi un lieu où ils peuvent se parler un peu différemment. Alors, bien sûr, je ne suis pas psychologue. S'il y avait d'autres problématiques, ça, on leur en reparlera, mais je renvoie toujours. Hein, j'ai vraiment, je suis là pour renvoyer s'il faut sur d'autres professionnels. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, vous, votre besoin, il est où? Votre émotion, c'est quoi? Toi, tu me dis, ton papa et ta maman, dès que vous parlez travail à la maison, ça crie.
Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Pourquoi? D'où ça vient cette colère? Parce que toi, tu ressens une colère. Et c'est là où le parent souvent me dit, mais en fait, moi, j'ai peur pour elle, j'ai peur pour lui, c'est pour ça que je me mets en colère. Ah, tu as entendu? Tes parents, ils sont pas en colère contre toi, ils ont peur pour toi. En fait, tous ces petits mots-là, c'est très drôle parce que dans l'accompagnement, le jeune l'entend. Donc, il entend ses parents d'une autre façon que celle qu'il pensait avoir comprise. Et les parents s'entendent parler à leurs enfants et comprennent que leurs enfants ne les avaient pas compris non plus. Donc, ça fait Mm. quelque chose qui est très, très important. Et j'appuie beaucoup là-dessus, notamment lorsqu'après je revois les parents, lorsque justement tu parlais des professeurs. Enfin, typiquement, un professeur avec qui ça se passe pas bien, la première chose que je demande aux jeunes aussi, c'est de lui demander et ton prof, il en pense quoi? De son point de vue, c'est comment? Parce que ça va être aussi l'occasion de leur apprendre que les émotions, il y a leurs propres émotions, mais il y a également celles des autres. Et que celles des autres, parfois, ça peut solutionner beaucoup de choses quand on se met à la place d'eux. Et ça, c'est important. C'est facile de rejeter toujours sur l'autre. C'est normal, Oui, hein. c'est ça. On est tous C'est une passés. question de quelle est ma part, quelle est la part des C'est autres. ça. Ce qui est important dans cette approche en psychopédagogie positive, moi, c'est ce que j'avais voulu aussi énormément, c'est d'amener de la systémie. Alors, ça fera l'objet d'une conversation spéciale, justement avec Jessica Hollander, parce qu'on est toutes les deux thérapeutes en systémie familiale. Mais combien, une prise en charge, il est nécessaire d'intégrer la famille, donc d'intégrer le système, voire même parfois d'intégrer le système scolaire, puisqu'on est en Tout à lien fait. des enseignants, etc. Parce que l'enfant, le jeune, ne peut pas porter seul un changement. Si le système ne bouge pas, si le système ne comprend pas qu'il y a nécessité de bouger, ça va être très difficile. Donc c'est pour ça que dans ce que tu expliquais, effectivement, nous, on est là pour créer un espace le plus ouvert possible, le plus accueillant, et on va reformuler, euh, faire entendre, etc. Et en ça, tu dis, je ne suis pas psychologue, certes, mais la psychologie, elle est partout. C'est la psychologie des relations, une psychologie émotionnelle, et on n'a pas besoin d'avoir juste le titre de psychologue pour être autorisé à parler de ça. Mm. Même en tant qu'enseignant, on fait de la psychologie, etc. Donc, à un niveau qui est un niveau déjà relationnel. Si ça devient pathologique, tu réorientes bien évidemment comme tu Complètement. l'as dit. Mais sinon, le fait de faire formuler ces émotions-là, que ce soit entendu autrement, que toi, en tant que praticienne, tu les reformules, ça va mettre quelque chose qui va permettre de sortir d'un schéma classique et d'être plus entendu, effectivement. Ouais. C'est tout à fait Quel ça. que soit l'âge de l'enfant aussi, hein, vraiment, ou de l'enfant. Exactement. Ou de l'adulte, en effet, qui tout d'un coup se sent entendu. C'est très Oui, intéressant. c'est ça. On me le dit souvent, mais toi, tu m'écoutes. Ouais. Oui, mais justement, c'est essentiel, je pense, dans notre profession, justement. Oui, c'est ça. Les parents aussi souvent disent, ah, mais c'est étonnant dans votre cabinet. À la fois, on arrive, on est un peu plombé, on repart, on est léger. Alors, comme tu disais tout à l'heure, moi j'aime bien dire qu'on a des outils qui sont alors pas si petits que ça, mais bien puissants, des Très outils puissant. simples mais puissants, mais aussi une approche qui permet de ne pas laisser les parents à la porte, de les intégrer et de pouvoir faire en sorte que ça se refluidifie, hein, la relation. Dans cette approche également, voilà, cette approche en psychopédagogie positive, il y a quelque chose qui semble aussi essentiel, si tu veux bien nous en parler, c'est de la nécessité de remettre du sens dans ce qu'on fait, alors que ce soit dans les apprentissages ou même dans le travail, hein, puisque parfois, Oui, par exemple, moi ce matin, j'étais avec une patiente qui voit le sens s'effacer au fur et à mesure et qui ne va pas très bien. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là, de mettre du sens dans les apprentissages et comment toi tu l'abordes et tu approches cette chose-là? alors, mettre du sens dans ces apprentissages, c'est comprendre pourquoi on fait les choses. Et là, tout un chacun, nous sommes tous différents. Et donc, on va mettre des choses différentes derrière les choses que l'on fait. Et derrière les choses que l'on apprend aussi, bien entendu. Je vais avoir notamment des parents qui vont me dire, bah voilà, moi, ce que je veux, c'est les maths et le français. Le reste, on s'en fiche. OK. Bon, donc ça, c'est votre point de vue. Je ne vais pas Parfait. rentrer dans l'argumentation à ce moment-là, mais c'est son sens à lui, qui transmet à son propre enfant.
Et moi, quand je vais voir l'enfant, je vais lui demander s'il a des maths et du français, comment il s'y prend, etc. Mais je vais lui demander, et ça t'apporte quoi de faire des maths? Bah, logiquement, lorsqu'il est en train de faire des fractions, il me dit soit qu'il aime ça, soit qu'il déteste ça. Et il n'y voit, à part peut-être la pizza coupée en morceaux pour savoir si tout le monde a bien eu son quart de pizza, il n'y met aucun sens derrière. Et surtout, il me dit souvent, mais à quoi ça va me servir plus tard? On va aborder Thalès, on va aborder Pythagore. Et moi, ce que j'adore, c'est leur dire, ben voilà, qu'est-ce que derrière on te demande en fait finalement lorsque tu apprends ça? On t'apprend quelque chose à retenir, tu dois apprendre quelque chose que tu vas devoir mettre en pratique et tu vas même devoir trouver une situation où tu vas devoir le mettre en pratique. Ça veut dire que tu vas aller chercher, j'aime bien voir le cerveau comme une immense maison avec plein de salles différentes et plein de tiroirs. Je lui dis, tu te rends compte, déjà, tu vas devoir savoir dans quelle pièce tu vas devoir aller, quel tiroir tu vas devoir ouvrir, quelle fiche tu vas devoir prendre pour mettre en place. Tu imagines toute cette ingéniosité que tu mets en place pour faire ça. Donc finalement, si tu as oublié le théorème de Thalès dans quelques années, dans des places aux profs de maths, et j'en suis désolée, quelque part, est-ce que l'essentiel, c'est pas de savoir que tu es capable d'aller chercher cette information et la réutiliser pour faire quelque chose? Et là, tout d'un coup, je vois des petites lumières s'allumer parce qu'ils disent, ah bah oui, là, il y a quelque chose qui se passe. Et je pense qu'on oublie un peu d'expliquer aux enfants pourquoi ils apprennent certaines choses. Ouais, c'est Là aussi, aussi, moi c'est un j'aime peu dur. bien expliquer ça, surtout aux collégiens. Tu sais, les collégiens, ils ont un peu plus de mal au temps primaire. Les enfants sont encore un peu dans une joie d'apprendre, hein. Enfin, ça dure pas énormément longtemps, mais ça peut durer. Mais au collège, pareil, tu en as toujours qui disent, ouais, de toute façon, moi, des maths, j'en ferai pas plus tard, etc. Je dis, ah, mais c'est parce qu'on t'a pas expliqué la pédagogie de l'éponge et la pédagogie de l'explorateur, hein. Et donc, j'explique cette chose-là en disant, bah, tu sais ce que c'est que la pédagogie de l'éponge? Alors, je dessine mon petit bonhomme et puis là, je vais mettre les flèches qui vont essayer de faire rentrer des maths, du français, de l'histoire, de la techno, de machin. Je dis comme une éponge, quand on a trop pris, bah après, on peut plus essorer, ça marche plus, et puis on en a ras-le-bol. Je dis, mais on a oublié de te dire que les matières, c'est qu'un prétexte, parce qu'on aurait très bien pu mettre jardinage, cuisine, macramé, petits points ou autre chose. Ce que tu vas faire dans chaque matière, c'est observer, justifier, analyser, mémoriser, exposer, synthétiser, déduire, raisonner, blablabla. Je dis, t'as remarqué, ça c'est que des verbes d'action. Et ces verbes d'action, donc c'est toi qui pilotes ça, ces verbes d'action-là, effectivement, peut-être que ta laisse, tu t'en serviras pas. Moi, ça fait quand même un petit paquet d'années que je m'en suis pas servi, hein. Mais par contre, ce que ça m'a permis, c'est d'activer un raisonnement, une déduction, etc. Et ça, je m'en sers tous les jours. Je me suis musclée là-dessus constamment. Donc, quand ils découvrent ça, ils disent, ah ben ouais, tu vois, c'est dans... Tout à fait Comme ça. tu dis, le sens arrive et c'est C'est ça. incroyable. Et ça se Ouais. voit physiquement. C'est vrai que c'est assez Oui, fou parce que même chez un enfant qui ne montre pas beaucoup d'émotions, on le voit oui. sur le visage. Tout d'un coup, c'est ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et ça, c'est Ici, vraiment, il y vraiment. a les deux fils qui se Mais touchent oui, de ah ouais, j'ai ding, ça compris s'allume. pourquoi. Ça, c'est Oui, et un cadeau. après de dire, oui, oui, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Moi, j'aime bien aussi Ah oui. les questionner sur qu'est-ce que tu aimes comme matière et où tu réussis bien. Donc, ils Mm. vont te dire qu'est-ce que tu aimes et où tu réussis moins bien, pas comme tu le souhaiterais. D'accord. Et après, on va creuser le pourquoi derrière. Qu'est-ce que tu n'aimes pas et où tu réussis? Mm. Alors, parfois, certains sont étonnés, ils me disent, bah, je sais pas, je dis, bah, techno, non? Ah oui, techno, je réussis, mais j'aime pas ça, tu vois, en général. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas ou tu ne réussis pas? Et ensuite, on va aller tirer le fil du pourquoi. Peut-être que je n'aime pas cette matière parce que la manière dont le cours est proposé ne me convient pas, c'est pas assez structuré, ça part dans tous les sens, etc. Donc ça va me donner une indication, moi, sur celui que j'accompagne et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, tu as raison de dire, de donner du sens en dépassant le j'aime et j'aime pas, parce que sinon, voilà. Mais ils sont dans ce cadre-là, et c'est vrai que c'est un peu la problématique avec l'éducation. De toute façon, c'est qu'ils doivent apprendre des choses parce qu'il faut faire des programmes, donc il faut aller jusqu'au Oui, bout des oui, choses. Et c'est vrai que c'est complexe parce que parfois, ça ne tient que à un professeur, ça ne tient que, tu le dis, à une ambiance, hein. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui me ouais. disent, j'aime pas ce cours-là parce qu'il y a trop de bruit, par exemple. Ça arrive très Oui, souvent. c'est ça. Ou j'aime pas ce cours-là et en fait, je me rends compte qu'il est à côté du camarade qu'il n'aime pas. Bon, bah, logiquement, tout ça, ça va faire que, en enquêtant un peu là-dessus, on peut changer beaucoup de choses, déjà.
Oui, c'est de prendre vraiment, de sortir de l'idée qu'il n'y a que le cerveau qui est engagé dans l'apprentissage, et d'autre part, de sortir aussi de cette fameuse phrase que je déteste, si on veut, on peut. Ah Moi, il y a oui, plein de trucs que je veux, mais je peux pas tout à parce fait. que physiquement, je peux pas le faire, je suis pas à la hauteur, quoi. Oui, Donc, c'est pas juste une question de volonté. Moi, j'entends beaucoup cette histoire de volonté. Et ça, c'est bien d'avoir les parents dans son cabinet pour oui. voilà, les aider à réfléchir à ces injonctions-là. Parce que ça doit arriver aussi. Moi, j'entends le ah oui, mais alors quand il veut, hein, quand il veut, il y arrive. Alors, comme il y arrive, pourquoi là, il n'y arrive pas? C'est une question de flemme. Oui, oui, ça, j'ai beaucoup, Oui, c'est beaucoup. ça. Oui, c'est- c'est ou la flemme, ou bien ils ont décidé de faire suer les parents. J'entends Oui, ça aussi. ça Oui, moi, aussi. je connais aucun enfant qui arrive en disant, oh là là, mon objectif, je vais bien les embêter. C'est mon objectif de vie de faire suivre mes parents. On sait Tout que à c'est fait. un peu plus complexe que ça. Donc, voilà, c'est intéressant dans ce que tu dis effectivement de montrer que mieux on se connaît sur notre Oui, manière de faire, sur notre manière de sentir ou de ressentir les choses, plus on arrive à mettre la main sur son apprentissage, sur son travail. tout à fait. Et Et je vais même te dire, je pense que c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est essentiel et que j'ai vraiment appris à la Fabrique à Bonheur, c'est aussi le cadre. Dans quel cadre j'apprends? Et ça, on est là aussi pour ça. C'est-à-dire que arriver des cours tout de suite en rentrant à la maison, on se met au travail, c'est peut-être pas la bonne solution. Il va falloir que chacun trouve comment se mettre justement dans cette posture d'apprentissage ouais, aussi. Et c'est vrai que ça, je leur apprends beaucoup. On travaille énormément la gestion du temps à la maison par rapport à leur apprentissage. Et c'est vrai que ceux qui arrivent à le mettre en place, parce que c'est pas facile oui, de se dire il faut que je le fasse, ça, c'est assez génial. Et apprendre à se connaître, c'est aussi ça, c'est apprendre à se dire, ben moi, en fait, je ne travaille bien que lorsque je suis dans ma chambre, que lorsque j'ai pris mon goûter d'abord, que parce que je me mets un petit fond de musique, même si on sait que c'est pas forcément toujours très bien, mais j'ai besoin d'un cadre réconfortant où je me sens bien pour pouvoir apprendre avec un joli cahier, des jolis stylos. Et tout ça, c'est oui. important et on le définit avec chacun parce que chacun est différent là aussi. Oui, oui, c'est ça, chacun est unique, même si, il y a des problématiques qui peuvent être similaires. Effectivement, les solutions qu'ils vont trouver pour eux vont pas forcément être les mêmes. Tu as raison, c'est à la fois la gestion du temps, la gestion de l'espace. Comme tu disais, il y en a qui seront plus efficaces à faire les devoirs dans la cuisine Ça. qu'assis à un bureau fermé dans leur chambre où ça marchera pas du tout. Les parents reviennent en disant: «Mais tu rien fait?» «Ben non, ça marche pas, quoi». Donc il faut Mm, trouver le bon lieu où effectivement le corps va se mettre en action du coup dans cette question-là. Ouais. mm. Chouette, merci beaucoup pour cet éclairage-là sur l'accompagnement scolaire, mais même professionnel, puisque effectivement, nous, on reçoit aussi ou des étudiants ou des jeunes adultes ou des personnes qui ont envie de retrouver du sens dans leur manière de faire. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette partie plus voilà, d'accompagnement culturel, et puis Mhm. notamment avec des publics qu'on va qualifier d'atypiques, des publics à Mhm. besoins spécifiques. Est-ce que tu peux voilà, me donner une définition de l'accueil, voilà, individuel, collectif, pro, culturel, etc. Comment tu vois tout ce champ-là et la manière dont toi tu amènes ta Alors, expertise? je travaille dans le handicap depuis pas mal d'années. Donc ça, c'est un peu une autre casquette aussi que j'ai, mais que j'ai tout à fait ramifiée avec la psychopédagogie Ouais. positive. L'idée, c'est que j'étais bibliothécaire spécialisée il y a quelques années. Donc, en fait, je travaillais pour une association qui travaille dans le braille, le gros caractère, etc. Et puis, petit à petit, je me suis spécialisée dans tout ce qui était problématique du trouble du neurodéveloppement. Donc, pour, euh, pour résumer, mais vraiment très succinctement, toutes les problématiques de troubles tels que les 10 ou l'autisme ou les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et lorsque j'ai commencé à travailler avec certaines structures culturelles, justement sur l'accueil de ces publics que j'aime bien appeler atypiques, parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose Oui. de joyeux aussi derrière. Puis en plus, on peut y mettre beaucoup de choses et je me considère comme quelqu'un d'atypique. Voilà, c'est pas du tout, je vois pas du tout ça comme négatif. Lorsque on est dans l'accueil, dans des métiers de l'accueil, notamment culturels, ces publics-là, on ne les a pas toujours vus. C'est-à-dire que maintenant, on les voit un peu plus, mais pendant longtemps, ils ne venaient pas.
Aller en bibliothèque quand on Mm. ne voit pas, aller en bibliothèque quand on a un enfant autiste et qui peut éventuellement faire une crise, eh bien, on ne fait pas parce qu'en fait, on a peur. Ce qui fait que j'ai été contactée par plusieurs bibliothèques, écoles de musique pour former les professionnels à cet accueil spécifique et déjà avant tout pour les rassurer en leur disant déjà, je ne vais pas faire de vous des spécialistes du handicap, c'est pas le but, mais simplement vous allez être vous face à d'autres personnes qui ont en effet peut-être parfois des réactions qui ne sont pas dans les plus communes. Mais en soi, comment on peut faire pour les accueillir quand même, pour que vous soyez OK et que eux, bah, ils se sentent justement simplement accueillis. Et donc, l'accueil pour moi, alors, j'ai quelque chose avec l'accueil, hein, c'est un de mes mots-clés. Moi, c'est un de mes verbes de vie, accueillir. Donc, voilà, c'est très, très important pour moi. Et l'accueil, ça va même au-delà du bonjour. C'est vraiment la prise en compte de la personne telle qu'elle, comme elle est. Et on a malheureusement encore beaucoup de jeunes et d'adultes qui n'ont jamais été accueillis finalement. Et là, dans le milieu culturel, dans le milieu professionnel, savoir que on va être les bienvenus, je peux vous assurer qu'il y a certaines de ces personnes qui l'ont rarement vécu et qui vont même pas savoir comment remercier d'un tel accueil. Je Ouais. vous donne un exemple. En école de musique, typiquement, on a des professeurs souvent sensationnels qui maîtrisent leur instrument d'une façon incroyable. Ce sont des vrais musiciens. Mais par contre, c'est vrai que lorsqu'ils se retrouvent dans un groupe avec un enfant, bah voilà, avec un trouble du spectre autistique ou avec un enfant avec un trouble de l'attention, ils ne vont pas forcément réussir à gérer leur groupe parce qu'ils sont parfois pris un peu de panique en disant mais comment je fais? Alors que j'ai toujours, bah, les enseignants hein, se retrouvent dans cette situation-là très souvent. Oui, aussi, bien sûr. Comment on fait? Et donc là, l'idée, c'est que dans l'accompagnement en psychopédagogie, on peut aussi apprendre déjà à expliquer ce qui se passe, à expliquer comment ça se passe, à expliquer qu'on peut parler avec ces personnes aussi. Et il y a plein d'outils, en fait, qui sont aussi utilisables. Et là, ça va du handicap sensoriel au handicap intellectuel, voire même social. Il faut penser à toutes ces personnes, et le Covid n'a pas aidé, qui ont fait que des personnes ont arrêté de sortir de chez elles. Il faut réapprendre à vivre. Et c'est très, 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 très compliqué. Et ça, pour moi, c'est une forme de handicap très lourd dont on parle peu, justement. Et typiquement, dans l'accueil des publics atypiques, ce que je dis toujours, c'est déjà écoutez-vous avant d'accueillir. Comment vous êtes, vous, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, au moment d'accueillir? Parce qu'il faut être prêt aussi, parce que parfois, c'est complexe. Et en fait, c'est normal. Et donc, c'est savoir faire appel aussi à un collègue quand on sent que ça va pas trop. C'est aussi essayer de comprendre pourquoi la personne va avoir une attitude plus ou moins particulière. Et c'est en apprenant à se connaître aussi, justement, qu'on peut accueillir. Et voilà, ça fait partie des petites choses que je transmets lorsque je fais des formations de ce type-là. Ça, c'est essentiel parce que tu vois, je pense en t'écoutant à la question de cette idée qui était une idée absolument géniale de l'école inclusive Mhm. et qui, malheureusement, au bout de X années, on fait le bilan aujourd'hui, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Ça ne Pas du tout. fonctionne pas par manque de moyens, parce Oui, que très souvent, il n'y a pas les AVS, AESH, etc., qui sont là et qui devraient pouvoir être là. C'est majoritairement, je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes, en train de courir d'une classe à l'autre. Donc, il n'y a déjà pas les moyens humains, mais surtout, il n'y a pas les moyens en formation. C'est-à-dire, si je n'ai jamais eu face à moi un enfant qui a un trouble du spectre autistique, je ne sais pas quelle est la bonne façon de m'adresser à lui. Je ne sais pas ce que je dois demander, voire exiger, et je ne comprends pas ou ne connais pas sa réaction. D'abord, en tant que professionnel, je vais me sentir en échec, ce qui est quand même très douloureux, et je ne vais pas faire du bien à cet enfant. Donc, personne n'y gagne dans l'histoire. Donc, tu as raison que l'accueil, c'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment travaillé, qui est au cœur aussi de la pratique en psychopédagogie positive, puisque moi, je dis souvent, la chose la plus importante, c'est on ouvre nos bras, nos oreilles et notre cœur pour accueillir les gens qui viennent tels qu'ils sont et c'est avec ça. ce qu'ils vont nous dire. Et voilà, venez comme vous êtes, hein. C'est un slogan que d'autres ont récupéré pour une de fast-food et c'est moins enchanteur, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc effectivement, quel que soit l'atypisme, quelle que soit Mm, la mm, mm. spécificité, chacun, sachant qu'on est tous singuliers, mais qu'il y a des singularités qui doivent être quand même
auxquels on doit faire plus attention, qui doivent être accompagnés avec beaucoup plus de bienveillance, de douceur, d'encouragement. Je pense à des enfants dyslexiques qui se vivent, alors qu'ils fournissent un effort de dingue, hein, se vivent quand même Incroyable. globalement en échec et n'ont pas le retour par méconnaissance. Hein, les professionnels ont une Oui, méconnaissance. bien sûr. Eh bien, ça, c'est voilà, cet accueil-là, de se sentir entendu, compris et de dire je sais ce que tu ressens et de nous, dans la manière de mettre des mots en disant bah, dis donc, te rends compte tous les efforts que tu fournis depuis tant d'années et tout ça, tu es vraiment courageux. Et effectivement, c'est décevant quand tu n'as pas la note qui correspond à tout l'engagement que tu as mis dans le travail, etc. Donc, de pouvoir le parler de cette façon-là, je pense que ça fait aussi partie de j'allais dire, pas de la magie de la psychopédagogie positive, mais de ce Un que peu, ça un apporte, peu. voilà, ça apporte Mhm. quand même une dimension très humaine qui fait vraiment la différence. Et puis aussi la Oui, question voilà, de l'écoute active, comme tu disais, tu oui, parlais d'écoute active, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus bien là-dessus? sûr. Pour moi, c'est essentiel aussi l'écoute active avec justement des publics atypiques qui n'ont pas l'habitude aussi d'être écoutés pleinement. Alors je dis, là, ça marche pour tout le monde, hein, bien entendu, mais avec ces publics Oui, particulièrement. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient et que je sens en détresse d'une manière ou d'une autre, je vais lui demander, comme je le disais tout à l'heure, comment ça va, et je vais l'écouter. Mais je vais l'écouter longtemps. Je vais même l'écouter au moment de ces silences. Et ces silences-là, on a une tendance, hein, en tant que professionnel, on n'aime pas ça, on se dit, oh là là, surtout au début, hein, quand on commence, on se dit, bon, il faut que je complète, il faut que je dise quelque chose. Non, là, l'idée, c'est vraiment de dire, OK, hein, vas-y, je t'écoute. Et on se rend compte que le silence, c'est un moment de vraie réflexion de la part de cette personne en face. Ça marche très bien chez les adultes aussi, qui va petit à petit lui permettre de parfois dénouer des choses tout seul, juste parce qu'il sait qu'il est écouté. Et ça, c'est vrai que lorsque je sens ça, j'essaie de plus en plus de le mettre même à des moments où ils sortent des cours, justement, où donc ils sont encore dans le... Ils viennent de sortir de cours, ils arrivent, ils sont encore un peu énervés, ils sont arrivés un peu en courant parfois pour être à l'heure. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui coince. Et si mon petit questionnement ne fonctionne pas au début, je le laisse souvent se poser. Je sors un petit verre d'eau, un petit sirop. J'ai des petits sirops, j'avoue, ici. Donc, ils sont vraiment, c'est cocooning, hein. Et puis, il se pose et puis il me dit, ouais, bon, après, voilà, c'est tendu parce qu'avec un tel, c'était compliqué tout à l'heure. Et puis en même temps, j'ai pas été très sympa. Et puis hop, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a quelque chose, presque une discussion à lui-même qui se met en place. Et moi, je suis là pour valider ce qu'il dit et simplement l'écouter. Et cette écoute active, notamment, tu parlais des enfants 10, enfants et adultes, hein, c'est extrêmement fort parce que ce sont des gens qui luttent au quotidien pour s'adapter, qui ont une surcharge cognitive extrême au bout de la journée et la plupart du temps dans les lieux où peuvent se relâcher, c'est souvent la Java parce que justement, c'est le moment où ils peuvent souffler enfin après avoir tenu tout ce temps-là, et au collège particulièrement. Et c'est vrai que là, ça leur permet, cette écoute active, de lâcher vraiment ce qu'ils ont en eux. Et d'ailleurs, le corps, là, peut être, ça, souvent, on va faire un peu de brain gym ou des petites choses derrière, justement, pour qu'une fois qu'on a vidé la tête, on va remobiliser le corps pour être un Mhm. peu plus actif. Et ça marche très bien à ce moment-là. Mais avant, il ne l'aurait pas forcément fait. Puis même, il m'aurait regardé en me disant quoi, tu veux que je me bouge alors que je sors de cours? Quelle C'est idée, ça, c'est franchement, trop Coralie. bizarre. Et Cette si vous... écoute active, c'est ça aussi qu'on passe aux parents. Moi, je vois bien que Exactement. les parents, je leur dis, vous savez, parce que les parents vont venir en disant, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, Ben, je dis, bah, rien, être là. Et je dis, écoutez vraiment. Je dis, parce que oui, écouter vraiment, c'est plus difficile qu'on l'imagine. Donc, il faut que vous mettiez sur off dans votre tête, là, chercher des solutions pour mon enfant. Donc, off. c'est exactement Ou ça. bien, ah, il me dit ça, je vais objecter. Vous mettez sur off. Simplement accueillir ce qui se passe. Même quand parfois c'est voilà, c'est un peu rude, quoi. Mais Ah, en de tant que pouvoir maman aussi, hein, l'entendre. on le sait. Mais oui, oui, tout à fait. C'est ça, En, pouvoir en l'entendre vraiment et ça. d'arrêter le petit blabla dans la tête de attends. Dès qu'il a fini de parler, là, bing, 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 je vais sortir toutes mes objections, je vais lui dire qu'il faut qu'il fasse ci, qu'il faut qu'il fasse ça. Et je dis ça, c'est très pénible pour les enfants parce que
Il y en a beaucoup qui disent, moi, j'ose plus parler parce qu'après, Oui, j'ai droit à une leçon de morale. Et ils n'ont pas exact. envie. Ça Moi, m'arrive je tout le déteste temps. les leçons de morale. Les Bah, enfants bien sûr. détestent. Toi, tu détestes certainement aussi. On n'aime pas. C'est pas ça qu'on veut. C'est que souvent, on veut être entendu simplement. C'est écoute-moi, je te demande pas de solution, je veux juste une oreille. C'est comme parfois j'ai besoin d'une épaule pour poser ma tête ou de bras qui m'entourent. Là, j'ai besoin d'une oreille qui va écouter, qui va faire ah oui, ah, bon. Et t'as fait comment? Et qui va questionner, rebondir et s'intéresser vraiment. Et souvent, quand on Totalement. est parent, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette chose où il faut qu'on trouve des solutions, sinon on n'est pas bons parents, etc. Mais être à l'écoute, c'est vraiment déjà une clé formidable, quoi. Je pense que c'est justement apprendre aussi à s'écouter et je pense que ça permet de mieux accueillir, hein, on va en parler de toute façon, du meilleur accueil, mais c'est ça aussi chez le parent parce que en cherchant une solution, qu'est-ce qu'on fait? On ne s'écoute pas, en fait. Si on Oui, cherche une oui, solution, c'est qu'on a peur, nous aussi. Et logiquement, hein, lorsque son enfant va pas bien et qu'il nous raconte des choses qui sont dures, on n'a qu'une envie, c'est de lui trouver des solutions parce que on veut qu'il se sorte de ça, on veut que ça aille mieux. ouais. Mais la solution, elle peut venir aussi de l'enfant. Et ça, on a une tendance à l'oublier. Elle peut venir de celui qui est en train d'expliquer les choses. Et c'est assez magique quand ça se passe, hein. Alors, on peut le faire parfois avec la petite larme qui coule, hein, quand c'est difficile, lorsque c'est une question Oui, de harcèlement, quand c'est une question de drame, une question de douleur chez le jeune. Mais en même temps, le simple fait qu'on lui dise qu'on est là et juste lui dire, écoute, merci de m'avoir partagé ça, je t'aime très fort, ça mhm. débloque des choses incroyables et de part et d'autre. En fait, on a une tendance à oublier ça. Mais c'est le moment, et ça, je m'en profite d'être là pour le dire, où on a posé le téléphone, où on est attentif et on se Oui, bloque ce temps-là. Et c'est difficile, hein, de trouver un moment où finalement, dans la famille aujourd'hui, on a ces quelques minutes devant nous, on est juste là à écouter et pas faire deux choses à la fois. Je le sais bien, hein, je suis maman aussi, je sais très bien que c'est complexe, mais ça, c'est d'une telle richesse que ça permet vraiment aussi de savoir soi-même, comment on se sent face à ça, comment on réagit face à ça, et on se sent même souvent plus fort après, parce qu'on se dit, bah, j'ai réussi à juste écouter. Mais en fait, juste écouter, hein, tu l'as dit, hein, c'est un entraînement, ça se fait pas tout de suite, hein. C'est pas oui, ça évident. se fait pas. Parce que parfois, ce qu'on écoute, ça va venir toucher, comme tu le dis, quelque chose de ah, je suis en miroir, mon enfant vit ce que j'ai vécu, c'est terrible, ou bien je me sens coupable parce que je donne pas assez de temps. Donc, moi, les parents, souvent, je dis bon, attendez, on va pas se flageller, là, on est plutôt en train de regarder vers l'avenir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place différemment. Et donc, effectivement, certains vont dire moi, j'ai pas le temps. Mm. Et je dis souvent, vous allez voir que le temps, c'est vraiment une question de prioriser ces moments-là. Parent, vous le serez toute votre vie, jusqu'à la fin, jusqu'à votre dernier souffle. Éducateur, ça va s'arrêter un jour. Mais quand ça s'arrêtera, il faut savoir si vos enfants ils seront encore en lien avec vous, ils auront envie d'être là, ou s'ils auront disparu parce que bah, vous les aurez tellement fatigués et très peu écoutés qu'ils n'auront peut-être plus envie d'être là, parce qu'ils se seront sentis jugés. Alors que quand on prend ce temps-là et on dit, OK, j'avais autre chose un peu sur le feu, mais là, je sens que c'est urgent, il a envie de parler, je vais effectivement laisser le portable dans l'entrée et même si ça sonne, je ne vais pas répondre. Ou bien, je vais dire, là, tout de suite, il y a vraiment, j'ai quelque chose de très urgent à faire, je le termine et je viens te voir juste après. Et je viens vraiment voir juste après. Je dis pas ça et je pars faire autre chose. Je reviens en disant vraiment, je suis désolée, je devais terminer ça et maintenant je suis tout à toi, quoi, tout à ton écoute. Donc cette démarche-là, ça permet vraiment de garder le lien toujours intact et que les enfants sentent que ils peuvent compter sur leurs parents. Trop Oui, souvent, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, mais tu le disais, il y a des parents qui sont peu disponibles dans les enfants que tu reçois, etc. Mais trop souvent, je trouve qu'il y a des enfants qui disent ouais, de toute façon, bon, mes parents, ils s'en fichent, ou ils sont pas là, ils n'ont pas le temps. Et c'est un modèle qui est très peu sécurisant, parce qu'en fait, il se peut qu'on ne soit pas là pour des urgences, mais si on a suffisamment planté la graine de la sécurité et le tu peux compter sur moi, quoi qu'il en soit, à ce moment-là, les enfants, ils se construisent avec cette solidité-là.
complètement. Il y a cette superbe image du porte-avions que j'aime tellement. Cette idée que le parent est un porte-avions. Et c'est-à-dire que le petit avion, il va partir régulièrement. Ouais, D'abord, il part pas très loin, hein, puis il revient. Dès ouais. qu'il a besoin d'essence, dès qu'il a besoin de réparer quelque chose, il revient. Et il va partir de plus en plus longtemps finalement. Mais ce qui est le plus important, c'est que le porte-avions aussi, il fait sa route en fait. Il n'est pas avec son ancre, il avance. Mais l'avion, justement, s'il sait qu'il va pouvoir se poser en toute sécurité, il reviendra. Et ça, je trouve ça très Oui, fort. Mais c'est parce qu'il y a eu ces moments exclusifs, je pense aussi, avec l'enfant. Et même si c'est pas des oui, et moments qui d'être durent, vraiment en écoute. voilà, Oui, ça n'a pas besoin oui, de un week-end entier en allant faire quelque chose d'incroyable à l'autre bout du monde. C'est ces 5 minutes prises pour lui, dans cette écoute vraiment, mais ouverte. Moi, j'aime beaucoup, hein, écoute active. Il y a vraiment ce côté oui. d'action, en fait, derrière l'écoute qui peut paraître pourtant quelque chose de très passif. Non, non, je pense que c'est donner beaucoup, en fait. Et puis, parfois aussi, on a ce schéma-là où les parents disent, il ne me parle pas. Et je Oui, dis, mais vous faites comment? Ben, je le questionne. Je dis, mais vous savez, il y a des personnes, quand on les questionne en direct, ils ont l'impression que c'est un interrogatoire de police. Donc, des enfants qui vont se fermer. Ils vont dire, oui, oui, ça va, rien. Hop, ils vont tout verrouiller parce que, en fait, il n'y a pas de place pour être entendus. Ils sont questionnés, voilà, mais ils n'ont pas envie. Donc, il y a des enfants qui vont arriver de l'école ou arriver du lycée tout de suite, bla, ils vont tout raconter. Voilà. Parfois, c'est peut-être trop, mais faut être dispo. besoin d'évacuer. Voilà. Et d'autres qui vont rien dire. Et puis, on va dire, bah, tiens, viens me donner un coup de main, là, on prépare à manger, et hop, t'épluches ça, etc. Et quand on a les mains occupées, et qu'on parle de choses et d'autres, pas, pas en direct. Souvent, je dis aux parents, arrêtez de poser des questions frontales. Pour certains, c'est trop émotionnellement. Donc, de parler de choses et d'autres, tout d'un coup, il y a une petite pépite qui va sortir en disant, tu sais, aujourd'hui, il s'est passé ci. Ah, d'accord. Et on va surtout continuer à mettre son scotch sur la bouche et à ouvrir les oreilles et laisser parler. Mais ça, c'est peut-être 2 heures après qu'il soit revenu de l'école, peut-être 3 heures. Peut-être que Et pour oui. certains, ça sera au moment où on vient faire un bisou parce qu'il va se coucher. Puis là, hop, il va déposer ce qu'il avait sur le cœur. Et cette patience-là, on doit pouvoir l'avoir parce qu'on est quand même dans une société de l'urgence, problème, solution, bing, 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 on y va, on se dépêche. Instantané. Et dans l'éducation, ce temps-là, c'est pas celui-là, quoi. C'est vraiment pas un temps comme ça. Ouais. Et puis, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de Ouais. choses qui se passent. On parlait justement des troubles, des personnes avec un trouble atypique, mais chez n'importe quel adolescent, il se passe tellement de choses dans le cerveau. C'est passionnant au niveau Oui, neurologique. Mais c'est tellement, le nombre de parents qui me disent, je le connais plus, mon enfant. Je le reconnais pas. Mais c'est terrible à entendre ça pour un jeune, je trouve, à ouais, chaque ouais. fois. Bah oui, et en même temps, c'est génial de voir grandir son enfant, mais c'est normal. On a perdu Ouais. quelque chose. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant aussi d'en parler parce que justement, lorsque on a l'accueil, hein, spécifique, on a des gens qui nous disent justement chez les adultes avec un handicap qui n'ont plus de lien avec leur famille. Tu me disais, tu en parlais tout Oui, à l'heure sur le fait est-ce que l'enfant aura envie. S'il n'a pas été compris, à cause d'une dyspraxie, à cause d'une dysphasie, à cause oui. d'un trouble de l'attention avec hyperactivité qui a fait qu'il a été rejeté de chez lui, de l'école, qu'est-ce que ça fait comme adulte en fait finalement et quelle relation il peut avoir avec son propre enfant lui de son côté. C'est vrai que cette écoute, ça permet dans n'importe quel contexte de créer ce lien et de le garder. Et ça, je trouve que c'est très très fort. Et d'accueillir l'autre pas comme on voudrait qu'il soit, mais comme C'est il est ça. vraiment. Parce que tu vois bien qu'il y a certains parents qui sont déçus. Bien sûr Oui, ils se disent, oh là là, j'aurais préféré un qui coche toutes les cases très bien. Alors, pas de dyslexie, pas de dyspraxie, pas de TDAH, qui travaille bien. Je dis, mais ça n'existe pas, ça. non. Il n'y a pas, bah alors je vais choisir parmi les berceaux. Celui-là, il a l'air pas mal. Montrez-moi sa fiche, je le prends, je pars avec. L'enfant, c'est celui qui t'est donné pour une grande partie de ta vie. Et donc, du coup, d'être capable de sentir en tant que parent que on a un découragement d'accompagner des enfants qui ont des besoins spécifiques. On peut être déçu de certaines choses, mais
que ça nous appartient, qu'on doit le travailler personnellement. Qu'est-ce qu'on attendait, qu'est-ce qu'on voulait de ça, et de pouvoir être vraiment à l'écoute de celui qui est là, qui n'est pas celui qui était dans ma tête, et comment je fais avec ça, quoi. Donc vraiment, c'est hyper important, ça. Très important. Et puis aussi de mettre de côté ses peurs parce que on est dans l'ignorance, parce que lorsqu'on Ouais. découvre que son enfant est autiste, enfin un trouble du spectre autistique ou qu'il a une problématique, quelle qu'elle soit, ça peut faire peur aussi. Et c'est vrai que moi, je reçois beaucoup de parents qui viennent me voir en me disant, voilà, on a eu un bilan, je ne sais pas quoi en faire. Puis moi, je leur explique avec le sourire en disant, bah oui, là, il va avoir des besoins Oui, là-dedans, là, il va avoir des besoins là-dedans, mais en fait, ça reste votre enfant. Donc, vous en faites pas. Par contre, c'est vrai que vous allez apprendre plein de choses ensemble, hein, parce qu'il y a plein de choses à voir. Et souvent, en plus, on touche à des choses qui sont très intimes parce qu'au-delà de l'enfant, il y a des troubles génétiques enfin, ce sont des troubles génétiques. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se oui. transmettent. Donc, tout d'un coup, ça fait des interrogations euh, très fortes. Et c'est normal qu'on touche en plus des choses très sensibles. Et Mais de c'est, renvoyer ça, moi, souvent, je eh oui, demande, je dis, mais qui a une dyslexie dans la oui, famille? c'est ça. Et Et là, les parents disent, ah, moi, j'étais dyslexique avant. oui, c'est Et ça. je dis, ah non, c'est pas tout à fait ça. Vous l'êtes toujours, mais vous avez trouvé des moyens pour compenser ce trouble-là. Donc, d'aider à comprendre quand l'enfant arrive avec un trouble des apprentissages, je me rends compte que dans beaucoup de familles, on ne lui a pas parlé du fait que son père l'est aussi, ou sa maman a un trouble déficitaire d'attention, ou autre, de pouvoir se dire, ah oui, mais je suis pas juste le bizarre de la famille. Je suis Exactement. pas Mais ça, celui c'est essentiel. qui Bien vient sûr. avec son problème et qui ennuie tout le monde. Je suis juste, j'ai ce trouble-là parce que mon père l'avait avant moi, peut-être d'autres. Et c'est comme ça, on va faire avec. Donc de Et on va pouvoir, trouver les outils aussi. Oui, oui, tout à c'est fait. ça, et d'ouvrir la parole là-dessus. Oui, Très ça important, oui. permet de dédramatiser énormément, énormément. Et en même temps, comme tu le disais, de les encourager. Mais qu'est-ce que t'es costaud de tenir toute la journée alors que je sais que c'est difficile pour toi de simplement lire quelque chose. Waouh, là, tu as eu combien? 8 heures de cours aujourd'hui? Tu te rends compte? Et en plus, tu viens me voir. Waouh! Alors, on va Ouais. peut-être faire du visuel, hein. On va peut-être pas écrire là. Non, non, mais oui, je me doutais. Et là, on est sur nos cartes mentales et sur d'autres dessins et d'autres choses. Et ça, c'est chouette. Ça permet de Oui, faire c'est autre ça. C'est de pouvoir, dans la prise en charge, d'adapter aux besoins de l'enfant tel qu'il arrive. C'est un peu ce que tu disais au début, chose. de dire, il arrive, on ne va pas tout d'un coup se jeter sur, allez, faut optimiser l'heure qu'on va avoir C'est ensemble. ça, Peut-être que c'est pas du tout ce que tu avais prévu, qui n'est pas du tout en lien avec la séance précédente, mais c'est vraiment celle dont il a besoin à ce moment-là. tout à fait. C'est une Donc vraie c'est ça adaptation. aussi. Mhm. Nous, on ne poursuit pas un objectif de résultat. Souvent, je dis ça, je dis, mais on n'est pas dans un objectif de résultat. Et encore moins de résultats chiffrés en termes de notes. Ça arrivera au bout du bout si l'enfant euh, retrouve confiance en lui, retrouve du bien-être dans se mettre en action, construisent ou reconstruisent une estime de lui qui soit solide, etc., a les bons outils, se sent écouté, se sent accompagné, etc., alors tout d'un coup, au bout du compte, ça va fleurir. Mais nous, on fait pousser des petites graines et puis ensuite, effectivement, Complètement. Et c'est un plaisir de voir, de les voir grandir et de voir des jeunes que j'ai pu accueillir il y a 3, 4 ans déjà, donc même avant que je sois formée, oui, et qui ouais. finalement, en l'espace de 2 ans après la formation, j'ai vu le changement. J'ai vu le changement dans cette écoute et dans les outils que j'ai pu proposer. Et je vois aujourd'hui des jeunes que je pourrais ne plus voir, mais je crois qu'il y a une habitude qui s'est peut-être faite de se voir régulièrement. Ça rassure les parents aussi, mais avec des jeunes qui ont vraiment trouvé en fait comment faire pour avancer et qui sont bien plus brillants que moi en physique, chimie ou en maths. Et c'est très bien. Et c'est comme ça. Et moi, voilà, même si les aide dans certains de leur apprentissage, je sais que je ne suis pas prof dans ces matières-là. C'est pas le but. C'est vraiment que eux, ils aient trouvé justement comment résoudre. Alors, si je peux les aider en plus parce que j'ai compris, je maîtrise, je leur explique d'une autre façon, je réévalue. Mais sincèrement, ça vient d'eux. Et ça, c'est génial. Leur Oui, c'est montrer, ça. et pour Je pense l'estime que d'eux-mêmes. Et puis le praticien, la praticienne en psychopédagogie positive, je pense qu'il a un outil formidable qui s'appelle le questionnement ouvert. Et qu'en questionnant, en disant, mais comment tu fais là? Explique-moi telle chose, c'est quoi? Et c'est ça qui va permettre aux jeunes, à l'enfant, d'avoir accès
à ses ressources ou d'identifier qu'il ne sait pas. Donc, il va aller chercher l'info ailleurs. Mais en tout cas, c'est pas, nous, on ne verse pas de solution, hein. Donc, Mhm. c'est vraiment cette approche-là d'accompagnement. C'est ce qu'on disait au départ. Ça donne de la puissance et de la ressource du côté de l'enfant, de l'ado et des familles. Et, et nous, on accompagne ce changement-là. Moi, je suis comme toi. Alors, moi, j'en vois même ça fait quand même un petit paquet d'années. J'en vois même qui reviennent et qui me disent, tu te rappelles, tu m'avais vu quand j'avais 8 ans, j'en ai 18. Je dis oui, effectivement, je te reconnais, mais moi j'étais restée sur une taille beaucoup plus petite, moins de muscles, etc. Donc c'est assez troublant, mais c'est drôle. Mhm. Et ils disent, bah, je reviens te voir parce que j'avais bien aimé comment tu m'avais aidé et comment tu m'avais accompagné. Et là, j'ai telle chose. Et certains viennent juste, alors j'ai même une qui chaque année prend un rendez-vous. C'est un peu pour faire le point et elle a une question. Puis je lui dis, bon, bah alors à l'année prochaine. Et Ah, c'est donc génial. maintenant, elle est dans les études supérieures. Donc c'est aussi un point d'ancrage Oui. où ils savent que ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils continuent à entretenir, c'est très positif. C'est pour ça qu'ils reviennent. Tu dis, bah, moi, j'ai l'impression de ne pas les aider, mais je ne sais plus ce que je leur apporte vraiment, mais tu leur apportes ça, cet ancrage-là très positif, le fait qu'à cet endroit-là, bah, ils sont accueillis, comme on disait, pleinement, entièrement. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça. L'apport de la psychopédagogie positive, c'est que c'est large, on prend l'individu dans sa globalité, on prend l'individu dans son système, et que Mhm. du coup, ça a plus d'effet quand on intègre ça dans quelque chose de plus grand, avec bienveillance, avec douceur, avec des outils magiques, etc. Et donc, effectivement, avec ce qu'on a tout, hein, notre baguette magique, Baguette, hein. elle est juste à côté. Je peux la Ouais. sortir, mais elle est à 1 mètre de moi. Voilà, La donc mienne, on elle a est bleue. forcément une Mais oui, baguette oui, magique quand on a on est tous. Ah bah psychopédagogue. oui, oui, bien sûr. J'ai la mienne, bien sûr. Je l'utilise à chaque fois que je rencontre un jeune, d'ailleurs. C'est obligatoire parce qu'elle nous fait beaucoup rêver, c'est génial. Ouais, pour moi, je l'utilise sans Oui, cesse. Et je l'utilise de plus en plus avec les parents, d'ailleurs. Parce que c'est bien oui, aussi de... Les parents, souvent, je suis très touchée parce que ça, c'est pas forcément tout de suite, mais les parents souvent reviennent plus tard ou par le biais d'autres parents, de nouveaux parents qui me ouais, disent, oh, il y a telle personne qui m'a parlé de vous, elle m'a dit que c'était ouais. tellement génial. Et je me dis, bon, ben voilà, en fait, ça c'est gagné. Ça montre vraiment qu'il y a quelque chose et si les gens le transmettent, c'est que ça leur a apporté. Et puis non, je me lève tous les matins avec le sourire et ma baguette magique. Bien entendu. Je pense qu'en tant que parent, effectivement, dans cette approche en psychopédagogie positive, un des apports qui est le plus important, c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'être en capacité de dédramatiser. La situation, elle peut être douloureuse, elle peut être difficile. Moi, j'aime bien dire que c'est pour le moment. Ça ne s'inscrit pas dans la durée. On n'en prend pas pour 20 ans de pénibilité. À un moment, ça va s'arrêter. Donc, nous, on aide à entretenir cet espoir et cette confiance que ça va s'arranger. Pas en un coup de baguette magique, malheureusement, même si on en a une, mais sur un accompagnement un peu plus long. Mais à un moment, ça ira mieux. Donc ça déjà, première chose. Deuxième chose, de déculpabiliser. Tu disais, tu es maman, je suis maman. Voilà, dès qu'on est parent, alors dès qu'on est parent, on a une responsabilité qui est énorme et une culpabilité souvent qui est énorme aussi et qui nous est parfois renvoyée par la société. Notamment, je Mhm. pense aux parents, je pense à ça pour quelqu'un que j'ai vu récemment, des parents qui ont des enfants qui ont des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Mhm. Eh bien, il leur sera souvent renvoyé que ce sont des mauvais parents, qu'ils ne servent pas assez la vis, qu'ils n'ont pas le contrôle, blablabla. Bla, bla, bla. Et c'est un tel défaut, ceux qui jugent comme ça ont un tel défaut de connaissance sur le TDAH que on se dit, mais taisez-vous, si vous ne savez pas, taisez-vous, parce que franchement, c'est... Donc du coup, ça va donner des parents qui sont abîmés. Narcissiquement, ils sont abîmés, parce qu'on leur a renvoyé une image qui n'est pas valorisante, donc ils vont peut-être en vouloir à leur enfant, etc. Bon, ça se complexifie comme ça. Donc du coup, d'avoir un endroit où on leur dit, ah non, non, mais attendez, relaxez-vous, c'est pas de votre faute, c'est votre culpabilité, posez-la à côté, parce qu'elle ne sert pas à grand-chose. Par contre, votre responsabilité, elle est nécessaire. Mhm. Et là, vous êtes venu, donc c'est déjà super.
Donc, Oui, vraiment d'encourager, de dédramatiser, d'alléger le poids des parents, ça fait aussi partie de la pratique. Et moi, je trouve que c'est aussi génial de voir comment la famille bouge et que comment l'enfant ou l'ado qu'on accompagne bouge aussi, tu vois. je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm. Et ça fait des rencontres assez incroyables. Parce qu'en fait, on rencontre un jeune, mais derrière, on rencontre vraiment la famille. Et lorsque ça se passe comme ça, c'est qu'il y avait quelque chose à décoincer. Et souvent, ça se décoince. Ça peut paraître très simple, hein, parfois, la psychopédagogie positive. Mais en fait, derrière, pour moi, ça l'est dans le sens que c'est des petites choses, mais c'est d'un pouvoir tellement incroyable, des Mm. communications qui peuvent être renouées, des liens qui peuvent être renoués. Le nombre de parents qui me disent, moi, je veux que vous le voyez parce qu'en fait, on n'a plus de relation, parce qu'on est sur les devoirs enfin non-stop, on est tout le temps en train de s'engueuler, ou alors parce qu'il y a un trouble, justement, là, j'en peux plus, je suis arrivée à saturation, je dis, ben voilà, vous êtes arrivé au bon endroit. C'est ici, vous allez pouvoir poser vos bagages et c'est pareil pour toi, pour le jeune. Je lui dis, ici, c'est ton endroit en fait. Donc Ouais. là, on est avec ta maman pour le moment. Parfois, c'est ta maman peut-être qui viendra. Mais toi, là, c'est pour toi. Donc maintenant, voilà, maintenant, on prend soin de toi. Mais bon, on va quand même faire des choses ensemble, hein. Mais tu vas voir, c'est un endroit où tu vas avoir ta place. Comme moi, j'ai la mienne là. Moi, je suis de ce côté, mais je suis en échange, hein. D'ailleurs, j'aime bien, hein. Parfois, je leur propose de changer de fauteuil. Pour ceux que je vois qui sont encore, qui me voient encore comme un prof ou comme un parent, je dis, bah, tiens, tiens, allez, on change de fauteuil. C'est moi qui dirige la chose, mais toi, je me mets de l'autre côté. Ah oui, ah ben je Ouais. peux en fait. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, Le oui, but, oui, c'est qu'on c'est ça. avance ensemble. Changer de place, ça change le regard, oui. Donc, Ah, tu as raison. complètement. Hmm. Et puis, effectivement, comme tu le dis, ça paraît simple. Moi, je crois toujours qu'on peut tout dire, mais pas n'importe comment. Et que nous, on aide à tout dire, et pas n'importe comment, avec des formes et de la douceur. Et que c'est ça qui est réparateur. Et Oui, quand la parole peut s'exprimer, quand on peut mettre un mot sur le découragement, la déception, la colère de ne pas y arriver, la joie de réussir, etc., d'avoir cet espace où on exprime des émotions, quand on les enrichit aussi, parce que qu'on amène de la nuance dans l'émotion, et que tout puisse s'exprimer pour se solutionner avec effectivement une prise de conscience de la part de ceux qui viennent, les parents qui bougent un petit peu de leur place, etc. Et donc cet espace-là, c'est effectivement simple, mais il faut aussi avoir le courage de venir et de dire, ah, c'est pas juste mon enfant qui a un souci, j'ai une partie de la solution en moi en tant que parent. Je vais peut-être arrêter le matin, dès le petit déjeuner, de lui dire bon, alors, tu tiens bien en classe, hein, pas de mots dans le carnet, hein, tu restes tranquille. Donc, non, on va arrêter ça, parce que ça, c'est de la pression. Donc, des toutes petites choses, effectivement, qui peuvent être mises en place et qui vont avoir un gros changement pour le meilleur, tu vois. Donc, c'est. complètement. Ah non, non, c'est tout à fait ça. C'est mon quotidien depuis 2023. Et je t'en remercie. Eh bien, merci à toi, merci pour cette conversation. Avec grand Si tu plaisir. avais une chose, un conseil à donner aux parents, ça serait lequel? Et puis après, je te demanderai un conseil de ceux qui auraient peut-être envie de se former en psychopédagogie. Bien Déjà, les sûr. Alors, parents. déjà, les parents. Un conseil pour les parents, rappelez-vous quel enfant vous avez été. Mhm. Rappelez-vous ce que vous avez vécu et essayez de vous rappeler, parce que c'est loin, puis il y a beaucoup de choses qu'on a mis de côté, mais essayez de vous rappeler quel adulte vous aurez voulu être. Parce que souvent, la baguette magique, ça permet aussi de se rappeler, de rêver. Quel adulte vous aviez envie d'être? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire que vous puissiez devenir cet adulte de rêve, entre guillemets? Et c'est très rigolo de voir qu'en fait, souvent, ils n'en sont pas si loin pour certains. Ou alors, il y a parfois une petite étape à franchir et c'est chouette. Ça fait du bien de se dire, ah ben ça, en fait, j'ai réussi à le faire alors que c'était mon rêve. Et ça permet de se replacer, de retrouver sa place vis-à-vis de son enfant souvent. Donc ça, j'aime bien. Donc un petit conseil, rappelez-vous de quel enfant vous étiez et quel adulte vous rêviez d'être. Ouais. Et de mettre de la douceur hein, sur cet enfant et sur voilà. Il Le y a souvent miroir, du. il est important. Oui, Ouais, oui, ouais. Ok. Et si, et voilà, si tu pouvais inspirer, voilà, tu nous as raconté ton parcours au tout début, que j'ai vraiment
passionnant de comment tu as enrichi tes pratiques, voilà, l'éventail de ce que tu peux faire et comment tu as mis de la psychopédagogie sur tout ça pour en faire une façon unique de Mm. pratiquer. Ça serait quoi la chose que tu pourrais dire à ceux qui ont envie de suivre ça? Alors moi, je dirais que chaque expérience nous fait avancer, qu'elle soit difficile ou facile d'ailleurs, qu'elle soit, j'aime pas dire bonne ou mauvaise, parce que je pense qu'il y a toujours des Ouais, choses bonnes à récupérer un petit peu partout. Mais par contre, ce qui est super, c'est que c'est une spécialité qui nous permet en effet de prendre tout ce qu'on aime et de le mettre dans la même boîte à outils, justement. Je suis convaincue que mes outils de bibliothécaire me servent autant que mes outils de transcriptrice adaptatrice de livres en braille et gros caractères. Et également les études que j'ai fait en communication, je suis convaincue que tout ça, euh, je puise dans tous ces outils grâce à la psychopédago positive qui m'a permis ouais. de les associer. Et maintenant, j'avais l'impression d'avoir toujours une multitude de casquettes. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de tout unir et de donner du sens à ce que je fais aujourd'hui. Donc oui, pour moi, sincèrement, si quelqu'un se pose la question de comment faire progresser son accompagnement, comment diversifier aussi, c'est vraiment une formation extraordinaire pour ça. Puis en plus, c'est rencontrer des gens formidables, donc je ne peux qu'encourager les gens à suivre la Fabrique à Bonheur. Ok, écoute, merci beaucoup, merci infiniment Coralie pour cette conversation très riche. Voilà, j'adore la façon dont tu vois les choses et on partage effectivement tellement. Donc je te remercie et bah, à tous ceux qui nous ont suivis, sachez qu'il y aura d'autres conversations et j'espère qu'elles seront aussi agréables que celle-ci. À bientôt. J'ai arrêté l'enregistrement. Voilà.